Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori, qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour éveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique, pas à pas, dans chacun de ces épisodes, la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Grandir et apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite! Bonjour à tous, ici Stéphanie Descleb, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » et qui est disponible dans les librairies et en ligne à partir du 4 mai. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site lesadultesdedemain.com. Les albums jeunesse rythment la vie des enfants et me fascinent souvent beaucoup tant ils sont poétiques, créatifs et méditatifs même pour les adultes. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une grande autrice de la littérature jeunesse, Elsa Valentin, qui publie des albums jeunesse que l'on adore. Ancienne professeure des écoles, elle est revenue sur son parcours et sur ses sources d'inspiration pour produire des albums pas comme les autres. Nous avons échangé sur l'importance de ces lectures pour les enfants, sur la manière de les sélectionner par les adultes et surtout sur le plaisir à conserver de partager ces moments en famille. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elsa. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de lecture pour les enfants et notamment des albums jeunesse que nous prenons tant de plaisir en tant qu'adultes à offrir aux enfants. Votre premier métier est celui de professeur des écoles, puis vous avez décidé de vous consacrer pleinement à l'écriture de vos albums jeunesse qui ont été plébiscités par la critique, comme par exemple Boo et les 3 ours. Et donc ma première question, c'est de savoir si vous avez toujours été particulièrement touché par les livres de jeunesse dans votre vie et comment vous avez été porté vers ce nouveau métier. Alors oui, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des livres pour la jeunesse très tôt entre les mains. Ma mère était bibliothécaire et je me souviens qu'elle me ramenait des albums de la bibliothèque régulièrement et j'ai par exemple lu Tommy Ungerer quand j'étais enfant. J'ai eu cette chance-là. Après, en grandissant, je me suis tournée vers d'autres littératures, bien sûr. Et c'est en devenant professeur des écoles que j'ai redécouvert, 15 ans après, la littérature jeunesse qui avait beaucoup évolué, qui s'était beaucoup développée entre-temps. Et ça a été vraiment un ravissement. J'ai beaucoup aimé travailler avec des albums dans mes classes. Et j'ai été vraiment charmée par cette vraie littérature en fait qui s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Alors j'ai pas eu envie d'écrire tout de suite, mais j'écrivais aussi depuis enfant en fait des poèmes, des textes. Ça c'était aussi quelque chose que j'avais depuis longtemps en moi. Et en fait, l'envie d'écrire est venue après 2 années que j'ai vécu au Cap-Vert, où j'étais également enseignante, mais avec un statut de volontaire international. Au retour de ce voyage, j'ai écrit mon premier album jeunesse et je l'ai envoyé à différents éditeurs. Et puis j'ai eu une réponse 1 an et demi après, donc j'avais vraiment oublié quasiment cette petite tentative. Donc j'étais vraiment à ce moment-là à fond dans mon métier d'enseignante et l'écriture c'était quelque chose qui était à côté. Et puis petit à petit les choses ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et est-ce que ça a été difficile de renoncer à votre métier de professeur des écoles? Alors je pense que j'aurais pu faire les deux encore longtemps.
même si bien sûr c'était un peu frustrant de pas pouvoir se rendre à des salons du livre où j'étais invitée ou de pas pouvoir rencontrer d'autres classes parce que j'avais ma classe. Mais il se trouve qu'il y a des choses qui ont commencé à me peser dans le métier. C'est l'institution en fait, tout simplement. La pression hiérarchique, tous le contrôle, le manque de confiance de l'institution envers les enseignants, les conditions qui se dégradaient, le fait que les pédagogies alternatives étaient de moins en moins soutenues. Moi, quand j'ai commencé le métier, j'étais très intéressée par la pédagogie freinée, mais aussi par les mouvements pédagogiques comme l'AFL, pour tout ce qui est de la production d'écrit, de la lecture. Donc, j'étais vraiment dans les pédagogies actives, d'autant que dans les Hautes-Alpes où j'enseignais, j'avais des classes à plusieurs niveaux qui incitent vraiment à des pédagogies différentes, à être beaucoup dehors, beaucoup dans des projets. Et puis voilà, c'était de moins en moins soutenu, fallait rendre des comptes tout le temps. Il y avait ces évaluations nationales et puis toutes ces paperasses qui nous empêchent de consacrer tout notre temps aux élèves. En fait, on passe plus de temps à remplir des dossiers, des PAI, des PAP, etc., qu'à penser vraiment comment on peut aider chacun. Donc voilà, de toute façon, ça me pesait de plus en plus. Donc c'est ça qui a fait que finalement, j'ai lâché l'enseignement et je me suis consacrée entièrement à l'écriture. Et ce qui est super, c'est que je continue à voir des classes, à faire des projets avec des classes, mais avec la casquette d'autrice, qui me donne beaucoup plus de liberté finalement. J'ai plus les contraintes et le poids de l'institution. Je fais des projets avec des enseignants qui sont super, qui sont vraiment partants, et on a cette liberté. Enfin moi, du coup, de mon côté, j'ai cette liberté. Puis c'est très valorisant aussi d'arriver dans une classe où les enfants ont lu mes livres et je suis attendue. Enfin, j'ai vraiment que tous les bons côtés du travail avec les classes. Même si bien sûr avoir sa classe à soi avec qui on noue des liens dans le temps, ça me manque un petit peu parce que j'aimais beaucoup. Voilà, je m'estime quand même contente d'avoir cette grande liberté et puis d'avoir un métier où j'ai de compte à rendre à personne finalement. Et en plus, vous gardez ce contact avec les enfants. Tout à fait. Et vous avez parlé tout à l'heure d'AFL. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Oui, c'est l'Association française pour la lecture. C'est un mouvement pédagogique qui a été fondé par Jean Foucambert et qui a eu beaucoup. Enfin, moi, j'en ai fait partie. J'ai adhéré avec beaucoup d'autres enseignants. Il y avait des recherches-actions. En fait, c'était à la fois très théorique, mais toujours basé sur la pratique dans les classes. Et c'était un mouvement qui défendait l'idée qu'on apprenait à lire sur des vrais textes. Notamment sur de la littérature jeunesse, mais aussi des écrits fonctionnels, et qu'on apprenait aussi à écrire en écrivant des vrais textes. C'est-à-dire pas sur des exercices scolaires ou des écrits pensés juste pour la classe, mais des écrits qui avaient du sens, et notamment la littérature jeunesse, des écrits qui contiennent de l'implicite. Et que c'est comme ça qu'on devient lecteur, en fait, en lisant et en écrivant de vrais textes. C'est aussi un mouvement qui défend la voix directe, c'est-à-dire le fait que lire, c'est pas seulement déchiffrer et oraliser des mots, mais c'est avoir un accès direct au sens, avec plein de compétences comme le fait d'anticiper, de comprendre justement l'implicite d'un texte. Et c'est vraiment un mouvement pédagogique qui m'a beaucoup apporté, et c'était passionnant de mettre en œuvre ces démarches dans mes classes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous participez à certaines classes, quand vous venez, que vous intervenez auprès des enfants, en quoi consistent vos interventions en tant qu'autrice ? Alors, ça peut être simplement des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres d'auteurs. Donc, c'est une rencontre d'une demi-journée. Les enfants ont souvent lu et travaillé certains de mes albums en amont, donc ils ont plein de questions à me poser. Il y a un temps d'échange. Il y a aussi des lectures offertes que je peux faire, et puis souvent un petit atelier d'écriture que je leur propose. Donc ça, c'est la forme la plus courte, mais il y a aussi des projets plus longs, des projets d'écriture, par exemple d'un recueil de textes ou d'une histoire. Enfin, ça c'est des projets qui se construisent avec les enseignants selon leurs demandes et selon les dispositifs dans lesquels ces projets peuvent s'inscrire. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent encore pas, peut-être que vous pourriez expliquer envers quelle tranche d'âge ils sont destinés, et peut-être en quoi ils consistent. Quelle est votre patte particulière ? Alors la tranche d'âge, c'est toujours une question difficile parce que c'est pas quelque chose que j'ai en tête quand j'écris, et finalement c'est parfois une surprise. Par exemple, je vais parler de mon premier album Boo et les trois ours parce que c'est aussi l'album un peu emblématique de cette patte particulière.
quand je l'ai écrit, je me suis vraiment pas demandé à quel âge il s'adressait. Et la surprise, c'est qu'il a eu du succès avec des tout petits comme avec des plus grands. C'est-à-dire que moi, je vais dans des classes de la petite section au CM, les classes ont lu cet album-là et ont trouvé des choses en fait. Alors sa particularité, c'est qu'il est écrit dans un langage inventé, qui n'est pas vraiment du français, mais qu'on comprend quand même instinctivement. Un langage qui est fait d'un mélange de mots valises, de mots transformés, de mots dans d'autres langues, de mots inventés et de mots de différents registres. Par exemple, il y a des mots du langage familier. Et tout ça crée voilà un espèce de langage étrange, mais qu'on comprend. Et alors c'était vraiment voilà, c'est le premier que j'écrivais, c'est une inspiration que j'avais justement parce que j'avais vécu au Cap-Vert où avec mes amis on mélangeait un peu les langues pour se comprendre, parce que j'avais des amis de différentes nationalités, capverdiens, sénégalais, encore d'autres nationalités. Donc on mettait un peu d'anglais, un peu de capverdien, un peu de français et on se comprenait. Donc c'était cette idée d'un langage un peu d'un espèce d'espéranto inventé, mais qui soit compréhensible quand même. Et ça a très bien marché, aussi bien avec les tout petits qu'avec voilà jusqu'à la fin de l'école primaire. Et d'un point de vue des illustrations, est-ce qu'il y a des choses importantes que vous voulez mettre en avant? Alors pour chaque album, je travaille avec des illustrateurs ou illustratrices différentes. C'est un peu un choix qu'on fait ensemble avec l'éditeur. C'est une collaboration qui est un peu étrange parce que par exemple pour le premier album, j'ai pas du tout rencontré ni échangé avec l'illustratrice Ilia Green. L'éditeur l'a choisi et il a choisi aussi de pas nous mettre en contact. C'est un peu la politique de cet éditeur-là. Maintenant, je trouve que c'est dommage, mais en tout cas, j'ai reçu le livre par la poste une fois qu'il était imprimé et j'avais pas du tout vu les images. Alors je me suis dit, ça me plaît beaucoup. J'ai adoré le travail d'Ilia Green, notamment plein de petits détails qu'elle a mis en plus qui font écho avec l'histoire et qui sont super. Mais je me suis dit aussi, ça aurait pu ne pas me plaire. Donc pour les suivants, j'ai demandé quand même à avoir un peu d'échange avec l'illustratrice ou beaucoup. Et en fait, avec le temps, maintenant j'ai fait une quinzaine d'albums chez différents éditeurs. Et ce que je préfère, c'est quand il y a un vrai dialogue à trois avec l'éditrice ou l'éditeur, l'illustratrice, sur la construction de l'album, parce qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs, on a beaucoup plus de créativité finalement quand on travaille ensemble. Donc, je fais complètement confiance. Je donne pas de direction mais en tout cas, ces échanges ils sont importants parce que le dialogue texte-image, il est essentiel. Il faut pas que l'image dise exactement la même chose que le texte, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'il y ait un peu des petits clins d'œil de l'un à l'autre et des complémentarités. Donc par exemple, moi je retravaille mes textes une fois que les illustrations sont faites maintenant, parce qu'il y a des choses une fois qu'elles sont dans l'illustration, des détails par exemple sur les personnages, des détails d'apparence ou visuels, ils peuvent être importants pour moi, donc je les mets dans le texte, mais une fois qu'ils apparaissent dans l'illustration, c'est plus la peine de le dire en fait. Donc ça marche dans les deux sens. On peut vraiment construire l'album dans un échange et c'est comme ça que ça devient le plus riche. Et j'ai illustré une fois un de mes albums et quand j'aurai plus de temps peut-être ou d'espace pour travailler, j'aimerais bien illustrer aussi de temps en temps mes textes parce que on maîtrise justement ce dialogue texte-image et on peut vraiment s'amuser et ça me plaît beaucoup aussi. C'est super. Vous avez dit tout à l'heure que les albums jeunesse offraient plusieurs grilles de lecture, notamment une pour les enfants et une pour les adultes. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus parce que c'est un concept qui me plaît beaucoup? Je pense que il y a toujours différents niveaux de lecture dans un bon album. Il y a l'histoire au pied de la lettre et puis il y a souvent des références, des clins d'œil, des références par exemple à l'actualité ou à d'autres textes. Et moi je m'amuse beaucoup quand j'écris à glisser des références. Ou une espèce de profondeur en fait. Moi je sais que derrière tel ou tel mot, pour des adultes ça va évoquer d'autres choses, ou pour des enfants pour différents enfants à différents âges, il y aura peut-être plusieurs lectures. Par exemple, dans un de mes derniers albums qui s'appelle Chaprouchka, qui est une réécriture du Petit Chaperon rouge. Alors cette fois c'est pas un langage inventé, mais c'est un album plurilingue.
C'est une commande de l'association Dulala, qui coédite certains de mes albums, qui est une association qui promeut la valorisation des langues, l'éveil à la diversité des langues, et puis la valorisation des langues qui sont parlées dans les familles, quelles qu'elles soient. Cette association m'a commandé un premier album plurilingue qui était Chaprouchka. Cette fois, il n'y a pas de mots inventés, mais que des vrais mots dans plein de langues, avec cette même idée que ça reste fluide et compréhensible. Et dans cette réécriture, je me suis vraiment amusée à mettre des choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, il fait très chaud dans l'histoire. Il y a une espèce de canicule sur la forêt, donc bon, forcément, selon les références qu'on a, on va y voir ou pas un clin d'œil, enfin pas un clin d'œil, mais une référence au réchauffement climatique. Il y a aussi parce que le conte du Petit Chaperon Rouge, c'est quand même un conte ancien qui a toujours beaucoup de choses à nous donner, à nous transmettre, mais où par exemple les personnages féminins sont des personnages complètement passifs et des personnages de victimes, la petite fille et la grand-mère. Et le personnage de la mère est un peu négatif parce qu'elle envoie sa fille comme ça au devant du danger sans la prévenir et sans la protéger. Donc dans mon histoire à moi, en fait, la petite fille et sa grand-mère, elles sont actives. C'est elles qui tirent les ficelles et qui réécrivent l'histoire. Elles sont complices toutes les deux et elles sont pas du tout naïves. Et par contre, le personnage du loup, c'est plus le personnage dominateur et méchant qu'il était dans le conte traditionnel, mais c'est le dernier loup de la forêt. Il est en voie d'extinction, donc il a besoin d'être protégé et il va être protégé par la petite fille et sa grand-mère. Et le personnage du bûcheron, lui, il comprend pas pourquoi ça change. Il se raccroche au vieux scénario. Il voudrait que l'histoire reste telle qu'elle était avant. Et donc, il est comme ça, crispé sur les anciens scénarios. Il veut pas que les choses changent. Donc, on peut la lire sans penser à tout ça, et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Mais implicitement, et même si c'était pas complètement conscient quand j'ai écrit, parce que je l'ai écrite aussi selon une inspiration et pas forcément avec des calculs, finalement, il y a tout ça derrière. C'est-à-dire que, oui, le Petit Chaperon Rouge, il peut encore nous fasciner, nous faire réfléchir, mais les temps ont changé, donc on va mettre d'autres choses qui correspondent plus à ce qu'on vit maintenant. En fait, il faut que les choses bougent aussi dans les contes. Est-ce que selon vous, il y a des choses importantes à transmettre dans un album jeunesse pour les enfants ? J'emploierais pas le mot de transmettre parce que je pense que même si la littérature nous transmet des choses, je pense pas qu'on peut se donner comme but quand on écrit de transmettre, sinon le risque c'est d'être trop didactique en fait et de pas faire de la littérature. Donc je pense qu'il faut vraiment après c'est assez mystérieux l'inspiration, pourquoi on a très envie ou même besoin d'écrire à certains moments et qu'est-ce qui sort comme ça sans qu'on l'ait vraiment contrôlé. Bon, ça reste un peu le mystère de la créativité, mais en tout cas quand j'écris une histoire, je me dis pas je vais transmettre ceci ou cela. Par contre, bien sûr, mon point de vue sur le monde et mes valeurs transparaissent dans mes textes et je les partage en fait. C'est plutôt une envie de partager, de s'exprimer déjà, d'exprimer des choses qui doivent sortir, on sait pas trop pourquoi, et puis de les partager et de faire attention à ce qu'on partage aussi. Enfin moi par exemple, l'idée de la bienveillance, c'est quelque chose de vraiment important et dans mes histoires, je veille à ce qu'il n'y ait rien qui puisse heurter ou mettre mal à l'aise ou parce que je pense qu'on met des livres entre les mains des enfants et faut veiller à ce que ça soit quelque chose de bon quoi. Donc je partage des choses, mais donc des valeurs comme l'égalité filles-garçons, comme des valeurs écologiques bien sûr parce que ça fait partie de ma vie donc ça ressort dans mes textes. Mais je me donne pas comme but de les transmettre. Vous avez mentionné tout à l'heure l'utilisation d'une langue différente dans vos albums, que vous définissez d'ailleurs dans l'un de vos albums de curieux mots. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'inventer ou de vous inspirer d'autres langues pour en former une nouvelle ? Alors c'est un peu mystérieux aussi cette envie que j'ai eue. Je peux dire que j'ai toujours été fascinée par les langages inventés, que ce soit La Belle Histoire du Prince de Mots Tordus de Pef, qui était un de mes livres de chevet quand j'étais enfant,
ou la poésie d'Henri Michaud, par exemple, où il y a beaucoup de mots inventés comme ça, ou même quand j'étais enfant, une publicité pour la lessive où on voyait deux chimpanzés qui se parlaient dans un langage complètement inventé, mais qu'on comprenait très bien. Voilà, je me souviens de quelques répliques, crapoteau basta fuite, mouse costaud, enfin, c'était très clair quand on la regardait, et ça m'a toujours fascinée. Après, il y a eu ce voyage au Cap-Vert, enfin ces 2 années passées là-bas où j'ai appris le créole capverdien. Le créole capverdien, c'est un créole qui est fait à partir du portugais, donc c'est un portugais un peu simplifié. Donc il y a cette fascination pour les langues qui évoluent, qui se mélangent, qui se rencontrent. Mon mari que j'ai rencontré au Cap-Vert à l'époque où j'y ai vécu est sénégalais, donc j'ai aussi appris un petit peu le Wolof. Et dans le Wolof, qui est la langue principale du Sénégal, il y a aussi beaucoup de mots français parce que forcément le Sénégal a été colonisé, donc la langue a colonisé la langue aussi. Et du coup, bah voilà, en Afrique, on retrouve beaucoup de racines latines, que ce soit dans le créole capverdien ou dans d'autres, ou dans toutes les langues africaines ont été métissées avec des langues européennes. Et ça, voilà, ça m'a toujours fascinée. Alors pourquoi j'ai eu envie de créer à mon tour un langage inventé? Voilà, ça reste un mystère, mais en tout cas, il y a tout ça derrière qui fait que j'avais envie d'essayer de mélanger, d'inventer, de m'inspirer de plein de racines, des racines latines, parce que finalement on les retrouve dans beaucoup de langues. Voilà, et d'inventer cette espèce d'espéranto. Alors, je l'ai fait qu'une seule fois pour ce premier album à ce point-là. Après, dans d'autres albums, j'ai joué avec les mots, j'ai souvent joué avec les mots. J'ai parfois à nouveau transformé, modifié les mots, mais pas au point de recréer vraiment ce langage particulier. Ensuite, je me suis tournée du coup vers l'écriture plurilingue quand j'ai rencontré l'association du Lala, parce que ça m'a beaucoup intéressée aussi. Donc maintenant, je suis plus dans l'écriture plurilingue, dans les langages inventés. Et vous avez jamais eu de critique par rapport à l'utilisation d'un langage inventé qui serait lu aux enfants et qui pourrait, je me fais l'avocat du diable, mais qui pourrait... Alors, il y a vraiment les deux facettes, quoi. Il y a des parents ou des enseignants qui sont emballés par ce langage, parce que les tout petits, enfin, dès 18 mois, il y a des enfants dont on m'a dit qu'ils réclamaient Bouer les 3 ours régulièrement au moment de se coucher. Et donc, il y en a pour qui c'est une évidence, et d'autres, notamment la grand-mère d'Ilia Green, l'illustratrice, qui était une ancienne institutrice, et qui lui a dit, mais quand même, tu as pas peur pour les enfants, ce langage? Voilà, donc j'ai parfois cette question, mais vous pensez pas que ça va leur apprendre des mots qui n'existent pas, que ça va créer de la confusion? Bien sûr, ces critiques existent, ces réticences, et moi j'explique généralement que l'expérience montre que, en fait, les enfants, ils sont très, très intelligents, beaucoup plus qu'on le pense. Des bébés, ils adorent jouer avec les mots, et ils sont pas dupes, en fait. Mais moi, mes filles, quand elles étaient bébés, on s'amusait beaucoup avec les mots. Parce que très tôt, ils ont puisqu'ils sont en train de construire le langage, de l'apprendre, ce qui est quand même quelque chose, en partant de rien, construire le langage, c'est énorme. Ils ont évidemment cette conscience métalinguistique, en fait. Ils observent le langage comme un objet qui voit de l'extérieur. Et donc, jouer avec les mots, c'est ça, en fait. C'est se rendre compte que les mots, c'est des objets qu'on peut manipuler, on peut jouer avec, on peut observer des règles, on peut faire des variations, ou on peut jouer à se tromper. Et ça, ils l'acquièrent pendant l'apprentissage, c'est-à-dire quand ils sont bébés. Donc, en fait, cet album, s'il leur a beaucoup plu, c'est pour ça. Il y a en fait la transgression, qui par rapport à la norme, qui fait beaucoup rire les enfants, qui les amuse, et puis ce fait de jouer avec les mots, et ils en sont complètement capables, en fait. Et ça fait un bon moment en plus entre les adultes et les enfants. Et d'ailleurs, je voulais vous demander pourquoi est-ce selon vous important, lorsque l'on est parent, lorsque l'on est enseignant, de continuer à lire des histoires aux enfants, même si parfois ça peut en agacer certains. Pourquoi est-ce selon vous important de continuer à le faire longtemps avec nos enfants? En fait, c'est important pour les tout petits, et ça reste important parce que c'est pas parce qu'on commence à savoir lire tout seul qu'on n'a plus droit à ce plaisir immense qui est de partager une lecture avec ses parents, de recevoir une lecture offerte d'un parent ou d'un enseignant. C'est un tel plaisir, et puis ça permet d'avoir accès à des textes plus difficiles
que ceux qu'on peut lire tout seul. Et je pense que le fait d'offrir ça à ses enfants, leur lire souvent des histoires à partir de bébé jusqu'au collège, c'est vraiment un immense cadeau qu'on peut leur faire, parce que la fiction, ça aide vraiment à se construire, à grandir. Ça permet à la fois de se décentrer, de relativiser en voyant que les expériences de vie sont multiples, et puis de voir qu'on n'est pas seul à vivre les choses. On se projette souvent dans les albums. Enfin, c'est très visible dans les classes. Les enfants se projettent dans des histoires qui leur parlent d'eux-mêmes, et ça leur permet de se sentir moins seuls. Et puis lire beaucoup d'histoires, ça permet de faire des liens entre la fiction et la vie, entre la fiction et la fiction. C'est-à-dire qu'on se construit une culture générale aussi. On fait des enfants à qui on lit beaucoup d'histoires, et ça, il y a plein d'études qui le montrent. Ils ont une capacité à faire des liens et à mettre en réseau les choses, et ça leur donne un grand avantage au niveau scolaire. Donc c'est aussi, même si c'est pas le seul but qu'on poursuit en faisant ça, ça leur donne une facilité au niveau scolaire, ça les aide, parce que maîtriser l'écrit, c'est vraiment un pouvoir. Enfin, c'est un pouvoir d'émancipation, mais c'est quelque chose dont on a besoin pour grandir, pour s'émanciper, pour pouvoir choisir, pour réussir ses études, pour avoir plus de possibilités et de choix dans la vie. Donc à tous les niveaux, au niveau personnel de la construction et puis au niveau scolaire, c'est vraiment hyper important. Moi, je lis encore des histoires à mes filles. On aime vraiment ces moments-là. Des fois, c'est elles qui lisent, mais souvent, c'est moi. Et il y en a une qui vient d'entrer en 6e et l'autre qui vient d'entrer en 2e. Mais finalement, c'est le soir, c'est un moment qu'on aime encore partager, quoi. Comment on fait quand on est parent ou enseignant pour choisir les albums jeunesse pour les enfants? Parce que on remarque quand même dans les librairies maintenant une telle profusion de contenu et d'albums jeunesse. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditeurs sur une manière de les sélectionner? Je sais pas vraiment. Moi, je me suis toujours laissée guider par ce qui me plaisait. Enfin, j'avais vraiment une règle quand mes filles étaient enfants, c'est que je leur lisais pas un album qui me plaisait pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait du plaisir quand on lit. Alors, il y a des enfants qui ont des phases. À un moment, ils veulent qu'on leur lise sans arrêt tel ou tel album. Parfois, moi, c'est des choses qui me parlaient pas du tout. Donc, je disais, tiens, va demander plutôt à papa ou à quelqu'un d'autre, parce que j'ai vraiment du mal à me forcer à lire un album qui me plaît pas. Faut vraiment qu'il y ait du plaisir. Je pense que c'est la règle de base. Faut lire des choses qu'on aime lire, qu'on aime découvrir ou qu'on aime relire. Je pense que dans les bibliothèques, il y a quand même déjà des super sélections. Enfin, nous, on va beaucoup à la bibliothèque, plus qu'en librairie, parce qu'elles sont plus éloignées de là où on habite. Mais en bibliothèque, on trouve vraiment des trésors, et je pense que on a tous plus ou moins une bibliothèque à portée de pas trop loin de chez soi. Enfin, j'espère, et je pense que c'est vraiment par là qu'on peut déjà avoir un grand choix, essayer plein de livres, et puis voir ceux qui nous plaisent plus ou moins, et puis qui plaisent à nos enfants. Ils n'ont pas forcément les mêmes goûts que nous, bien sûr. Mais j'ai pas de. Après, voilà, il y a des éditeurs qui sont plus réputés que d'autres, mais bon, finalement, peu importe. Je crois que chacun peut se construire son propre parcours. Après, ça marche aussi par le bouche à oreille, par l'école, les copines qui ont lu ça. Donc chacun se fait son propre parcours, et puis il y a pas de jugement de valeur, quoi. Du moment qu'on se fait plaisir en lisant et qu'on rencontre plein de livres différents, je pense que de toute façon, c'est une expérience qui est riche. Est-ce que j'allais vous demander justement si, selon vous, il y avait des mauvais albums de jeunesse? Est-ce que ça existait? Je pense que c'est un jugement qui est difficile à porter sur le travail de quelqu'un d'autre. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont plus commerciales, mais après, il y a des albums ou des livres qui nous tombent des mains. Moi, il y en a qui me parlent pas, qui m'intéressent pas, que je trouve un peu vides. Mais bon, peut-être que pour telle ou telle raison, ça va parler à un enfant à un moment. Peut-être qu'il vaut mieux les choisir en librairie qu'en supermarché, et qu'on a plus de chances de tomber sur des livres intéressants. Mais après, voilà, lire, c'est lire. Il y a aussi, selon notre environnement, notre culture, des choses qui vont plus nous attirer. Et je pense qu'il faut pas apporter trop de jugement
de valeurs. Après, ça, je le dis en tant que parent. Je pense qu'à l'école, les enseignants savent très bien choisir les textes qui sont les plus riches, les plus pertinents. Et je suis d'accord. Voilà. Vous avez raison. Vous avez parlé tout à l'heure de votre inspiration qui était souvent mystérieuse. Comment est-ce que vous imaginez vos histoires et vos personnages? Je suppose que vous êtes très porté par cette inspiration qui reste souvent inexpliquée. Mais peut-être que vous pourriez partager. Il y a une part de mystère, et puis il y a aussi tout ce qui se passe autour de moi, à la fois dans l'actualité et puis dans mon entourage. Et quand j'étais professeur des écoles, mes élèves m'inspiraient beaucoup, notamment par leurs mots. Souvent les enfants, quand ils construisent le langage, ils font des associations de mots très poétiques. Enfin, en se trompant, finalement, ils créent de la poésie. Très souvent, ils ont des expressions qui sont fabuleuses. Donc, j'avais un petit carnet et puis je notais leurs expressions, leurs trouvailles. Et je les réutilisais parfois en leur demandant s'ils étaient d'accord. Et après, pour les personnages et les histoires, c'est quand même souvent lié à des choses qui me marquent ou qui me choquent ou qui se passe. Bien sûr, tout ce qui se passe dans le monde m'inspire beaucoup. Et puis des petites choses de la vie, des petites circonstances, des ambiances, des atmosphères ou des scènes qui se jouent dans mon entourage. C'est une petite chose qui tout à coup me fait penser à autre chose et je me dis tiens, là il y aurait une histoire. Alors il y en a plein qui m'échappent, des fois je note et puis des fois je note pas, j'oublie, et puis même quand je note, je m'en resserre pas forcément, mais voilà, de temps en temps je m'y mets et ça fait une histoire. Vous avez mentionné tout à l'heure votre album Boo et les trois ours qui a connu un succès important. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je pense que c'est la rencontre entre ce texte du coup un peu étrange, mais qui est la réécriture d'une histoire connue, celle de Boucle d'or et les trois ours. Donc c'est un conte connu, réécrit avec un langage assez curieux et qui peut être vraiment vraiment drôle. Et puis la rencontre de ce texte avec les illustrations d'Ilya Green qui sont vraiment fabuleuses, qui plaisent beaucoup. Il y a aussi des enfants parfois dans les salons du livre, je les vois, ils sont attirés vraiment par la couverture. C'est vraiment magique le travail qu'elle a fait sur cet album. Même si on s'est pas rencontrés, ça a été vraiment un bon une belle rencontre texte-image. Donc je pense qu'il y a ce côté transgressif, comme je disais tout à l'heure, qui plaît beaucoup. Moi, des fois, je rencontre des familles sur des salons du livre. Il est sorti en 2008, donc c'est vraiment il commence à dater. Mais on m'en parle toujours de celui-là. Et il y a des familles qui me disent, chez nous, on dit glouglouter la soupe parce que c'est resté. Il y a des expressions comme ça qui sont restées dans le langage familial de certains lecteurs, et c'est vraiment trop chouette, quoi. Ça me fait toujours super plaisir quand on dit ça. On arrive déjà à la fin de cet échange. J'aurais bien aimé que vous partagiez peut-être vos projets futurs. Est-ce qu'il y a des nouveaux albums à venir pour qu'on suive votre actualité? Oui, alors j'ai toujours plein de projets en cours à différents stades. Et puis j'ai pas parlé des livres audio, mais depuis quelques années, je publie aussi des livres audio avec les éditions 3 petits points, et je me régale vraiment avec l'audio. Donc soit je suis juste à l'écriture, soit parfois je prête ma voix aussi et je suis lectrice. Donc ça c'est un vrai régal. Et il y en a un qui va sortir au mois d'octobre qui s'appelle Jazzier des émotions. Donc c'est sur les émotions, et c'est des textes qui sont mis en musique par un trio de jazz. La musique a été composée et en partie jouée du coup par le musicien Jean Lucas, qui dit les textes ou qui les chante et qui joue aussi avec son trio. Donc ça c'est le prochain qui va sortir. Il est illustré par Bertrand Dubois aussi. Donc c'était une commande de mon éditrice des éditions 3 petits points. Elle nous a commandé à tous les trois ce travail sur les émotions, et c'était assez original comme façon de procéder, parce qu'elle nous a donné 4 émotions à chacun, et on a trouvé des expressions pour comme être sur un petit nuage, être rouge de colère, etc. Et
pour 4 d'entre elles, c'était moi qui écrivais le texte en premier. Pour 4, c'était d'abord la musique, et pour 4, c'était d'abord les illustrations, et après on se passait comme ça en repartant du travail de l'autre, et du coup voilà, ça crée quelque chose d'assez chouette. On s'est bien régalé en le faisant. Et puis parmi les projets futurs, je vais être en résidence d'écriture près de chez moi dans les Hautes-Alpes en octobre et novembre pour écrire un roman jeunesse à la première personne sur un thème que vous avez abordé dans un de vos podcasts récents, c'est les profils particuliers d'enfants, des enfants au potentiel hypersensible et hyper émotif. Il se trouve que ma fille cadette a ce profil et qu'on l'a diagnostiqué l'année dernière, et ça m'a du coup inspirée parce que ça prend beaucoup de place dans nos vies. Donc voilà, ça sera une enfant qui racontera à la première personne ses peurs, ses angoisses, sa vie avec ce profil un petit peu particulier. Et ça se passera dans les Hautes-Alpes, puisque c'est une résidence d'écriture qui va se passer ici. Et c'est super. Donc voilà. On suivra ça de près. Merci beaucoup. Félicitations pour tout ce que vous faites. C'est génial, et j'invite vraiment nos auditeurs à se procurer vos albums et à écouter vos livres audio, parce qu'en plus nous on adore l'audio, donc ça tombe bien. Et merci pour votre temps et votre partage. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de répondre à vos questions, et puis félicitations aussi pour votre podcast, je les trouve super intéressants. Et merci beaucoup, passez une belle journée. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.